Donc voici ce paragraphe 4b, donc ce chapitre 4b, 4a, je vais dire, je l'ai introduit avec l'affaire Dreyfus, le contexte politique de l'époque, on est en 1900 à peu près, 1898, 99 et 1900. Et donc Antoine, mon ancêtre, donc toujours, on va retourner au livre. Il continue sa carrière d'avocat, est un civiliste en fait pour être précis, et il plaide souvent au conseil de guerre du 11e corps d'armée. Et donc là on arrive tout de suite à la Ligue patriotique antisémite de Nantes. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est un petit peu un procès d'État, même si c'est régional. Il y a plusieurs aspects qui sont liés, donc il relie aussi à l'affaire Dreyfus. Donc on va commencer par une petite lecture, page 158 du livre. Enfin, c'est pas que c'est relié à l'affaire Dreyfus, c'est que c'est le climat politique de l'époque. C'est pour ça que j'ai introduit ça. 158. On se rappelle les poursuites dont furent l'objet en 1899 les ligues royalistes, antisémites et plébiscitaires. Il s'agissait de préparer les procès de la haute cour et l'on allait chercher dans l'arsenal des lois de vieilles armes dont certains purent jadis naïvement penser qu'un gouvernement républicain ne voudrait jamais se servir. 2 points. La loi de 1834 et l'article 291 du Code pénal défendaient toute association de plus de 20 personnes constituée sans l'agrément du gouvernement. Voilà, en fait, c'est toute l'affaire repose là-dessus, qu'il soit à plus de 20 ou pas. C'est sous cette inculpation que furent poursuivies les ligues. Donc, on se demande finalement pourquoi elles sont poursuivies quelque part. Donc M. Cata fut chargé de la défense de M. Frémont, Ganuchot, Sinan, Bricot, Surdy, Morel et Reveillot-Cheval de la Ligue antisémite de Nantes. Le tribunal correctionnel les acquitta. Le ministère public releva appel de ce jugement. L'affaire vint devant la cour de Rennes le 19 mars 1900. Monsieur le procureur général Herbault requit la réformation du jugement et la condamnation des prévenus. Voilà, donc on a une première lecture. On vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette affaire. On se demande finalement pourquoi ils sont poursuivis. Alors peut-être tout simplement pour essayer de dissoudre l'affaire, dissoudre l'association. La Ligue précisément. On continue. Donc là, on va avoir le cœur de l'affaire. On y va, on est page 161. Mais cette plaidoirie ne fut pas seulement une discussion de textes et de faits. L'avocat se hâte d'élargir le débat. Dès le début, il a déclaré que cette affaire ne devait pas être réduite aux simples proportions d'un calcul arithmétique. Recherchant les intentions de ses clients, il a démontré qu'ils n'ont pas voulu de persécution religieuse, pas plus qu'ils n'ont voulu faire de politique ni obéir à des préoccupations mercantiles. C'est-à-dire qu'en gros, pas de persécution religieuse, donc ils n'ont rien contre les juifs, quelque part, c'est ça l'idée. Ils ont le droit d'avoir leur religion. Ils le disent à un autre moment, je l'ai pu le lire dans la mémoire de Tony. On continue, donc là on est toujours dans la plaidoirie. Aimant passionnément la France, aimant aussi de la même passion l'armée, qui est faite de notre sang, qui est l'âme de la nation, dans laquelle plusieurs d'entre eux ont servi, dans laquelle nos fils sont ou seront bientôt, ils ont voulu combattre ce qu'ils appellent l'envahissement juif, provoquer contre lui un grand mouvement de l'opinion, réagir contre les attaques odieuses et infâmes dirigées contre notre armée, nos officiers, nos généraux, nos conseils de guerre, contre nos prêtres, contre nos magistrats, contre tout ce qui fait notre orgueil et notre gloire. Est-il vrai qu'il y ait un envahissement juif qui oserait sérieusement le nier? C'est pas la même époque, on n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut pas parler d'envahissement juif, vous le direz pas. Hein. Mais on est en 1900, c'est une autre époque, rien à voir. Je continue. Au milieu de l'émotion générale, M. Cata démontre comment les Juifs perpétuent leur race, c'est pareil, leur race, on n'emploie plus ce mot maintenant, au sein des peuples modernes et comment ils forment entre eux une solidarité intime et profonde, autrement puissante que celle des associations qu'on poursuit aujourd'hui, et qui les constitue en France et partout à l'état de nation dans la nation. Lentement, d'une voix grave et profonde, il lit un discours du rabbin Radcliffe, où l'on trouve ces mots. Le rabbin Radcliffe, en fait, j'ai regardé, on en parle aussi dans les mémoires de Tony, il l'écrit différemment, il écrit comme à l'anglaise Reed Clef, et Clef C-L-E-2-F-E. Et c'est un discours en 1880, un discours qui n'a jamais été renié visiblement, c'est ce que dit Tony dans les mémoires. Et c'est un discours qu'on trouve dans les correspondants en 1881. La précision est dans les mémoires, en fait, il faut croiser les deux pour avoir le détail.
Donc voici le discours du rabbin Radcliffe. Lorsque nous nous serons rendus les uniques possesseurs de tout l'or de la terre, la vraie puissance passera entre nos mains. 3 petits points. L'or, la plus grande puissance de la terre, l'or qui est la force, la récompense, l'instrument de toute puissance, ce tout que l'homme craint et qu'il désire. 3 petits points. Voilà le seul mystère, la plus profonde science sur l'esprit qui régit le monde. Voilà l'avenir. 3 petits points. L'Église chrétienne étant un de nos plus dangereux ennemis, nous devons travailler avec persévérance à amoindrir son influence. Il faut commencer par déprécier les ministres de cette religion. Déclarons-leur une guerre ouverte. Provoquons les soupçons sur leur conduite privée. Et par le ridicule et le persiflage, nous aurons raison de la considération attachée à l'habit et à l'État. C'est à l'inverse, c'est à l'État et à l'habit en fait. On comprend l'émotion causée par cette lecture sur la cour et sur l'auditoire nombreux, attentifs et silencieux. Donc là, vous voyez un petit peu que c'était une affaire importante. Il y avait du monde dans la cour certainement, qu'ils ont dû être surpris de cette lecture, qu'ils n'attendaient pas, qui est tout simplement la défense des clients qui sont accusés pour une ligue parce qu'elle fait plus de 20 personnes. Donc on va un tout petit peu plus loin. Donc là, on est page 163. Tenez, monsieur le procureur général, vous invoquiez tout à l'heure comme une preuve contre mes clients le numéro de l'Espérance du Peuple le 11 décembre 1898, rendant compte d'une réunion antisémite. Eh bien, dans ce même numéro, immédiatement après ce compte-rendu, il en est un autre de la Fédération socialiste nantaise. Voici un numéro de l'organe officiel de cette fédération, le Réveil social, du 17 décembre 1899. Qui est ma propriété et que je conserve avec soin, car il contient ma propre caricature. Vous pouvez y lire tout au long le programme et les statuts de cette association. Vous y trouverez même une violente diatribe contre les ligues antisémites et patriotiques. Vous y trouverez encore un article ayant pour titre, en gros caractères, « Crime militaire », dans lequel on prétend dénoncer les méfaits de messieurs les galonnés. Voici un autre numéro de ce journal où on expose avec force détail l'organisation de cette association qui se ramifie, dit-on, dans tout l'ouest de la France. Pour elle, je ne sache pas qu'il y ait de poursuites, et certes, je n'en demande pas. Mais alors, pourquoi en dirigez-vous contre nous ? Les antisémites ne pouvaient donc penser qu'il exista des prescriptions contre les associations de plus de 20 personnes. Après avoir résumé et comme ramassé en quelques phrases brèves et claires tous ces arguments pour les rejeter d'un seul coup contre ceux de l'accusation, M. Cata termine ainsi. Je remets avec pleine confiance cette cause entre vos mains. Vous êtes le refuge et la sauvegarde des citoyens. Vous êtes les successeurs et les continuateurs de ce vieux Parlement de Bretagne qui fut le gardien si vigilant et si intrépide de ses franchises. Vous devez défendre nos libertés et vous les défendrez. On a dit des cours qu'elles rendent des arrêts et non des services. Vous rendrez un arrêt. Mais cet arrêt peut aussi être un service. Ce procès est, et je le regrette, un procès politique, un procès voulu par le gouvernement. Votre arrêt rendra au gouvernement le service de lui déclarer ce que ses vrais amis, et je n'en suis pas, devraient lui dire. Qu'il s'est engagé dans une mauvaise voie et qu'il doit s'arrêter. Il est temps de mettre un terme à ces agitations qui déshonorent et déchirent notre pays. La France a besoin de concorde et de paix. Elle a besoin de se recueillir, de se préparer pour les éventualités redoutables qui s'annoncent et pour lesquelles il lui faudra le concours et le dévouement de tous ses enfants. Après, il parle justement de l'affaire Dreyfus. On parle d'apaisement et les chambres sont saisies d'un projet d'amnistie. Pour qui l'amnistie ? Pour un officier condamné 2 fois comme traître à son pays et pour ceux qui se sont fait les protecteurs du traître. Ouais, il va fort, hein. Pendant ce temps, on poursuit des gens de bien, des patriotes, des hommes qui aiment la patrie avec passion,
et qui sont prêts à verser leur sang pour elle. Ce n'est pas ainsi qu'on parviendra à l'apaisement. Ne voit-on pas qu'on excite les passions, qu'on irrite les esprits, qu'on exaspère les cœurs et qu'on provoque les rancunes? Pensez à la France, messieurs, rendez la justice dans l'impassible sérénité de vos consciences, et en jugeant comme je le demande, vous aurez servi la cause de la patrie et de la liberté. La cour de Rennes comprit ce noble langage, et par un arrêt du 21 mars 1900, elle confirma le jugement par lequel le tribunal de Nantes avait acquitté les antisémites. Ceux-ci offrirent à leurs défenseurs un bronze symbolique signé Picot. Voilà, l'artiste a représenté un guerrier debout, appuyé d'une main sur sa longue épée, le bras tendu dans un geste impérieux, pas mal, la taille légèrement inclinée en arrière, dans une attitude de résistance, et cette œuvre s'intitule « Le devoir ». En l'offrant à M. Cata, les antisémites lui dirent « c'est votre vie ». Voilà un petit peu ce que je voulais vous faire partager avec cette affaire, qui est une affaire, un peu une affaire d'État, sans être aussi importante évidemment que l'affaire Dreyfus, qui est une affaire d'État, voire même internationale.